En moins d'un mois, plus de 74 000 passages ont été enregistrés à Galguli, un lieu autrefois désolé, devenu le cœur battant d'une frontière désormais mesurée. Ce chiffre effarant, qui change la donne, met en lumière un paradoxe inattendu. Là où il n'y avait qu'un vide administratif, un espace d'incertitude, une dynamique nouvelle se crée. Ibrahim Traoré lui-même se trouve à l'épicentre de cette transformation. Mais que signifie pour les habitants de Galguli ce renouveau de la souveraineté? Et quel impact sur l'avenir du Burkina Faso et de ses frontières? La réponse pourrait bien redéfinir toute la région. L'activation du poste de Galguli ne se résume pas simplement à l'installation d'une infrastructure moderne dans une zone reculée du Burkina Faso. Ce projet incarne une promesse, celle de transformer un espace longtemps oublié en un bastion de souveraineté nationale où l'État n'est plus une abstraction, mais une présence tangible et quotidienne. Les enjeux sont énormes. Derrière la promesse de sécurité et d'ordre se cache une réalité plus complexe. Les risques d'effondrement sont réels, la pression des groupes armés, la vulnérabilité géopolitique de la région et l'essoufflement des financements pourraient rapidement faire vaciller ce modèle fragile. Cependant, ce qui se joue ici dépasse la simple stabilité territoriale. C'est une question de réinvention de la souveraineté, où chaque succès, aussi minime soit-il, devient un pas vers la résilience du pays. Pour Ibrahim Traoré, ce modèle n'est pas seulement une réponse aux défis immédiats, il met un test pour l'avenir du Burkina Faso et de l'ensemble du Sahel. La question est désormais, le poste de Galguli pourra-t-il tenir face aux multiples menaces qui pèsent en bas sur lui? Le poste de Galguli, inauguré en juillet 2023, n'était qu'un projet expérimental, un petit espoir au milieu des dunes du Sahel. Pourtant, en moins d'un mois, il a enregistré plus de 74 000 passages. Ce chiffre stupéfiant révèle bien plus qu'une simple activité frontalière. Il révèle une métamorphose inattendue d'un espace jadis perçu comme une zone morte. Avant l'ouverture du poste, Galguli n'était qu'un entre-deux, une zone où les registres administratifs volaient au vent et où la loi n'existait que par intermittence. Les patrouilles étaient rares et l'autorité de l'État n'était qu'un mirage. La frontière était une faille exploitée par les trafiquants, ça les milices et les migrants, un terrain de passage où la peur circulait plus vite que l'information. Aujourd'hui, tout a changé. Le premier bruit des scanners biométriques, le bourdonnement des panneaux solaires et les allées nouvellement tracées marquent un nouveau départ. La technologie n'est plus un simple décor, elle est un outil de souveraineté active, capable de contrôler et d'organiser un territoire longtemps laissé à l'abandon. Pour les habitants de la région, cette transformation est plus qu'un changement de paysage. Elle est le signe d'un retour de l'État, non comme une menace, mais comme une garantie de sécurité. Les enfants jouent désormais près des installations solaires, et les gardes ne sont plus des silhouettes lointaines, mais des repères familiers. Un sentiment de stabilité, aussi fragile soit-il, elle commence à prendre racine dans une zone longtemps marquée par l'incertitude. Mais les défis restent nombreux. Chaque jour sans incident devient un témoin de la résilience de ce modèle, mais aussi de la pression constante à laquelle il est soumis. Au cœur de cette transformation, Bernadette Cambiré, une simple vendeuse de fruits et mère de 4 enfants, incarne les effets tangibles du changement. Elle raconte comment l'État, qu'elle ne connaissait que par les ondes de la radio, est devenu une présence quotidienne, presque rassurante. Avant, l'État n'existait qu'à la radio, dit-elle, résumant des années de négligence institutionnelle. Aujourd'hui, son étal se trouve à quelques mètres du poste de Galguli, à l'ombre des installations solaires qui garantissent l'eau potable et l'électricité. Ses enfants jouent près des panneaux, et les gardes, autrefois perçus comme des figures lointaines et intimidantes, deviennent des repères familiers dans la vie quotidienne. L'impact de cette nouvelle normalité va bien au-delà de l'infrastructure. Ce changement se lit dans les gestes simples. Saluer un agent de sécurité, présenter un document au scanner, attendre son tour dans la file. Les habitudes autrefois incertaines deviennent prévisibles. Le simple fait de se savoir vu, enregistré, devient un gage de sécurité. Cette proximité, née des gestes quotidiens et répétitifs, modifie profondément la relation des habitants avec l'État.
Le rôle de l'État ne se résume plus à une autorité abstraite. Il devient un acteur de la routine quotidienne, enraciné dans la vie des citoyens. Bernardette Cambiré et d'autres comme elle n'avaient jamais connu une telle transformation. Cette proximité avec l'État offre une forme de sécurité que beaucoup considéraient comme inaccessible. Mais derrière cette transformation se cache une question essentielle. Si l'État peut être aussi présent dans ce coin isolé du Sahel, peut-il maintenir cette présence face aux défis à venir ? Le processus qui a mené à la création du poste de Galgouli a été rapide, presque furtif, mais il a eu un impact immédiat. L'activation du poste frontalier en juillet 2023 a transformé une région longtemps laissée dans l'incertitude en un terrain structuré, surveillé, et pour la première fois depuis des années, sûr. Ce changement n'a pas été le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d'une série de décisions stratégiques prises par Ibrahim Traoré et son équipe. Chaque étape du processus, de l'installation des panneaux solaires à l'introduction des scanners biométriques, a été minutieusement planifiée. Au départ, la région de Galgouli était un terrain de passage où les trafiquants, les milices et les migrants circulaient librement et où l'État était perçu comme absent. Les patrouilles étaient sporadiques, les infrastructures inexistantes et les données presque impossibles à collecter. Cette situation a créé un vide, un terrain fertile pour l'exploitation par des groupes armés et des réseaux criminels. Le défi pour l'État burkinabé était colossal. Comment instaurer une présence stable dans cette zone où tout semblait imprévisible ? Le modèle de Galgouli a d'abord été conçu comme un projet pilote, une tentative de recréer un État fonctionnel sur des territoires marginalisés. Le but était de prouver que la souveraineté pouvait être rétablie à travers des actions concrètes et mesurables. Dès l'ouverture du poste, les premiers résultats ont été visibles. Des contrôles biométriques ont remplacé les anciens registres papier, permettant un suivi en temps réel des mouvements à la frontière. La régularité des passages, désormais enregistrés et analysés, a commencé à inverser les dynamiques sur le terrain. Les groupes armés ont rapidement compris qu'ils ne pouvaient plus opérer impunément dans cette région. La sécurité n'était plus une abstraction, elle était désormais ancrée dans les gestes quotidiens des habitants qui pouvaient enfin s'engager dans des activités économiques régulières sans craindre de tomber dans l'incertitude. Les effets secondaires de cette transformation ont été immédiats. Les commerçants, auparavant pris dans des circuits informels et risqués, ont vu leurs activités stabilisées. Les marchés ont commencé à rouvrir à des horaires fixes et les familles, autrefois contraintes de migrer, ont choisi de rester. Le dynamisme économique généré par la présence du poste de Galgouli a stimulé la création de plus de 200 emplois directs et indirects. Ces chiffres, bien qu'encore modestes à l'échelle nationale, ont eu un impact profond sur une région autrefois dépeuplée et marquée par l'absence d'activité formelle. Mais derrière ce succès apparent, la situation n'est pas sans risque. Chaque jour sans incident à la frontière est une victoire, mais aussi un test. Les groupes armés, bien que repoussés par la présence de l'État, restent une menace latente. L'équilibre entre sécurité, développement économique et pression extérieure est fragile. La question reste donc, ce modèle pourra-t-il tenir à long terme ? Le poste de Galgouli sera-t-il capable de résister aux tensions géopolitiques de la région, notamment avec la menace constante des groupes armés et l'incertitude économique globale ? Ces questions sont loin d'être résolues, mais chaque jour qui passe sans incident renforce la légitimité du modèle. Les résultats concrets du poste de Galgouli sont mesurables et impressionnants. En moins d'un mois, plus de 74 000 passages ont été enregistrés, ce qui montre non seulement l'efficacité du dispositif, mais aussi l'ampleur de l'activité qui se déroulait secrètement dans cette région auparavant oubliée. Ce chiffre, en apparence anodin, cache un réseau complexe de mouvements humains, économiques et commerciaux, qui n'avaient jamais été mesurés auparavant. Avant l'installation du poste, les autorités ne disposaient d'aucune donnée fiable pour analyser ces flux, si bien que la région était considérée comme une zone de non-droit, où la seule vérité était celle des rumeurs et des observations sporadiques. Avec l'introduction des scanners biométriques et la collecte systématique de données, chaque passage devient un indicateur précieux.
Ce qui était autrefois invisible devient maintenant mesurable, permettant aux autorités de mieux comprendre les dynamiques locales et de prendre des décisions éclairées. Plus encore, ces données renforcent la crédibilité de l'État dans une région où la défiance envers les institutions est omniprésente. Le fait que chaque mouvement soit enregistré crée une relation de confiance avec les habitants qui, soit pour la première fois, se sentent vus, entendus et protégés. La capacité à organiser et à suivre ces passages en temps réel fait du poste de Galguli un modèle de gouvernance frontalière. Les impacts ne se limitent pas à la simple surveillance des flux de personnes. Il existe des preuves tangibles d'une baisse des incidents dans la zone sud-ouest avec une diminution de 37% des incidents signalés. Cette diminution est directement liée à l'augmentation de la présence de l'État et de la régularité des contrôles. Les groupes armés, incapables d'opérer aussi librement qu'auparavant, ont été contraints de chercher d'autres itinéraires. Cela a permis à la zone de connaître une forme de stabilité, même temporaire, mais significative. La visibilité et la régularité des contrôles rendent la région moins attractive pour les activités criminelles. Un autre indicateur clé de réussite réside dans l'économie locale. Plus de 200 emplois directs et indirects ont été créés grâce à l'ouverture du poste de Galguli. Les habitants, qui auparavant n'avaient d'autre choix que de migrer ou de vivre dans l'incertitude, ont trouvé une nouvelle source de revenus. Les commerçants, notamment, bénéficient de la régularité des flux, ce qui leur permet d'organiser leurs activités de manière plus stable et prévisible. Le simple fait de pouvoir planifier ses journées sans se soucier de la sécurité est en soi un changement radical dans cette région. Ces résultats démontrent qu'un contrôle frontalier efficace, fondé sur la collecte de données et la présence physique, peut non seulement augmenter la sécurité, mais aussi générer des effets positifs sur l'économie locale et la vie quotidienne des habitants. Cependant, ces succès ne sont que le début. Le véritable test sera de savoir si ce modèle peut être répliqué et maintenu face à l'adversité croissante des groupes armés et aux tensions géopolitiques de la région. Les défis sont nombreux, mais chaque jour sans incident est une preuve de plus que ce modèle de souveraineté fonctionnelle a du potentiel. Il existe deux visions distinctes du poste de Galguli, chacune avec des arguments solides et des préoccupations légitimes. La première, portée par les partisans de la transformation du Sahel, considère le poste comme un modèle de souveraineté réussi. Selon eux, l'État burkinabé a prouvé qu'il pouvait se renforcer en créant une infrastructure efficace, autonome et locale, sans dépendre des puissances étrangères. Le projet incarne l'idée qu'un pays peut moderniser ses frontières, améliorer la sécurité et stabiliser son économie, tout en maintenant la maîtrise de ses propres ressources et de son espace. Les données enregistrées, la réduction des incidents frontaliers et la création d'emplois directs et indirects renforcent cette vision. Pour ses défenseurs, la réussite de Galguli prouve que l'Afrique peut se libérer de la tutelle extérieure et gérer elle-même ses marges tout en consolidant son centre. Cependant, une autre lecture, tout aussi valable, souligne la dépendance cachée du projet. Bien que le modèle de Galguli semble fonctionner, il ne peut pas être ignoré que les financements proviennent en grande partie de partenaires internationaux comme l'Allemagne, le Japon ou l'OIM. Ces contributions extérieures, même si elles sont nécessaires, remettent en question l'idée de souveraineté complète. Les critiques estiment que la façade technologique et la réussite apparente de Galguli pourraient dissimuler une forme subtile de dépendance. En d'autres termes, si le modèle fonctionne, il dépend encore d'une structure de financement et de soutien logistique qui n'est pas entièrement autochtone. Ces critiques soulignent que sans le soutien extérieur, le projet pourrait rapidement perdre de sa crédibilité, voire s'effondrer, ce qui rendrait la souveraineté qu'il incarne quelque peu fragile. Le Stillman ne tranche pas ces deux perspectives, mais met en lumière leur complémentarité. Donc les deux lectures sont valables. Galguli représente à la fois un symbole de souveraineté émergente et un exemple de coopération internationale. Ce paradoxe est ce qui donne de la profondeur à l'analyse. En réalité, le projet de Galguli ne peut être vu ni comme une simple réussite, ni comme un échec. Il se situe quelque part entre les deux, dans un espace où la souveraineté africaine est redéfinie
par des efforts internes, mais aussi par une coopération pragmatique avec des partenaires étrangers. La question demeure, ce modèle hybride où la souveraineté locale se mêle à l'aide internationale peut-il être durable à long terme ? À mi-parcours, un changement radical se dessine à Galguli. Ce n'est plus seulement une question d'infrastructure ou de gestion des frontières. Il s'agit d'une véritable transformation psychologique et sociale. Le poste de Galguli, autrefois vu comme un simple projet pilote, devient un symbole de résilience et de régénération. Une idée simple mais percutante émerge, la frontière n'est plus une ligne fragile, mais un mécanisme vivant qui structure la vie quotidienne. À la base, comment des technologies avancées comme les scanners biométriques et les panneaux solaires agissent comme des catalyseurs de stabilité. Mais ce qui fait vraiment la différence, ce sont les petites victoires quotidiennes. Les enfants qui jouent à côté des installations, les commerçants qui planifient leur journée, les familles qui cessent de migrer et commencent à s'installer. Cette transformation dépasse la simple sécurisation de la frontière. Elle touche la perception des habitants envers l'État. Ce dernier n'est plus une entité abstraite. Il devient une présence réelle et fiable. Mais au-delà de l'effet psychologique, un véritable test de souveraineté se profile. Si le modèle de Galguli peut tenir dans ces conditions instables, il pourrait bien servir de modèle pour d'autres régions du Sahel. Mais la question est toujours là. Jusqu'où cette stabilité peut-elle être maintenue face aux pressions extérieures et aux menaces internes ? Les répercussions concrètes du poste de Galguli ne se mesurent pas uniquement en termes de sécurité ou de contrôle des flux frontaliers. Elles s'étendent bien au-delà, touchant profondément la vie quotidienne des habitants et modifiant les dynamiques sociales et économiques de la région. Le premier impact visible est la régularisation des déplacements. Les 74 000 passages enregistrés en un mois ne sont pas seulement un chiffre impressionnant, mais un indicateur d'une organisation croissante et d'une visibilité accrue de l'État. Les familles, autrefois dispersées, commencent à se sédentariser autour du poste, prenant racine dans un espace qui auparavant leur était étranger. La sécurité perçue, due à la régularité des contrôles et à la présence d'infrastructures fiables, est un facteur clé de cette stabilité. Les enfants qui jouent près des installations solaires symbolisent cette nouvelle normalité, un retour à la vie quotidienne que beaucoup pensaient impossible dans une région aussi instable. En parallèle, l'économie locale bénéficie de cette stabilité. Le poste de Galguli a créé plus de 200 emplois directs et indirects, transformant un village autrefois déserté en un centre névralgique d'activité économique. Les commerçants, qui auparavant risquaient de se perdre dans des circuits informels, commencent à organiser leurs activités sur la base de prévisions fiables, grâce à l'électricité, l'eau et la sécurité fournies par le poste. Les marchés, désormais plus réguliers, facilitent les échanges et stabilisent les prix. Ce dynamisme local génère une microéconomie qui renforce la résilience de la communauté tout en réduisant la nécessité de migration forcée. Mais ces transformations n'auraient pas été possibles sans l'intégration des technologies avancées. Les scanners biométriques ont permis de collecter des données essentielles, non seulement pour la sécurité, mais aussi pour la planification des infrastructures et des services. Les autorités locales peuvent désormais suivre les flux de personnes et de marchandises, anticiper les besoins et ajuster les interventions en conséquence. Les technologies solaires, quant à elles, assurent une fourniture continue d'énergie et d'eau, des ressources essentielles dans une région où la pénurie est souvent une réalité. Malgré ces progrès, la situation reste fragile. Les groupes armés, bien qu'affaiblis par la présence accrue de l'État, n'ont pas disparu. Leur présence dans la région est toujours une menace latente. La question de savoir si ce modèle pourra résister à long terme face aux tensions géopolitiques croissantes et à la pression des acteurs extérieurs demeure. L'avenir du modèle Galguli repose sur sa capacité à se maintenir face à des défis imprévisibles. Cependant, chaque jour sans incident renforce la légitimité de ce modèle de gouvernance frontalière. Et puis la stabilité créée par cette présence persistante pourrait bien devenir un exemple pour d'autres régions du Sahel, où l'État peine à s'imposer face aux incertitudes de la région. Le modèle de Galguli, bien qu'encourageant, est encore en phase de test et de transition.
Le succès actuel repose sur des conditions fragiles et variables, et l'avenir reste incertain. 3 scénarios principaux peuvent émerger dans les 6 à 12 prochains mois, chacun ayant des conséquences significatives sur la stabilité régionale et la gouvernance du Burkina Faso. Dans un scénario de base, si le poste de Galguli continue de fonctionner sans incident majeur, il pourrait devenir un modèle pour l'ensemble du Sahel. L'intégration des technologies de surveillance, donc l'amélioration des infrastructures et l'augmentation de la régularité des contrôles, permettront de renforcer la sécurité et de stabiliser davantage la région. Dans ce scénario, les habitants, qui commencent déjà à se réapproprier leur espace, verraient une amélioration de leur qualité de vie. Les autorités, soutenues par les données collectées, pourraient élargir progressivement ce modèle à d'autres régions du pays, renforçant la souveraineté nationale. Le Burkina Faso pourrait ainsi démontrer à la communauté internationale qu'il est capable de reprendre le contrôle de ses frontières sans dépendre d'interventions extérieures. Dans un scénario plus optimiste, si la situation à Galguli continue à évoluer favorablement, il est possible que le modèle soit dupliqué dans d'autres zones marginalisées du Sahel. La réussite de Galguli pourrait inciter les autorités à renforcer l'infrastructure et à établir d'autres postes de frontières biométriques et solaires dans les zones les plus vulnérables. Dans ce scénario, le Burkina Faso deviendrait un pionnier dans la gestion moderne des frontières en Afrique, transformant son approche de la souveraineté et renforçant sa position géopolitique dans la région. L'assistance internationale continuerait à jouer un rôle clé, mais la gestion des infrastructures et des données resterait fermement sous contrôle local. Ce scénario pourrait également entraîner un renforcement des relations avec les pays voisins, notamment le Ghana, dans la gestion des flux transfrontaliers. À l'opposé, dans un scénario pessimiste, des tensions géopolitiques croissantes, dont une pression des groupes armés ou une crise économique pourrait compromettre la stabilité du modèle. Si des attaques ciblant les infrastructures solaires ou les systèmes biométriques se produisaient, cela pourrait entraîner une perte de confiance des habitants et des autorités dans la viabilité du projet. Un tel incident pourrait raviver les rumeurs et la méfiance à l'égard de l'État, ce qui rendrait plus difficile la pérennisation du modèle. Les financements extérieurs pourraient également se tarir, et le manque de ressources locales pour entretenir les infrastructures pourrait entraîner un déclin rapide. Dans ce scénario, Galguli pourrait devenir un symbole de l'échec des tentatives de souveraineté locale dans un contexte de pression constante. Dans tous ces scénarios, une constante demeure, la nécessité de maintenir une vigilance et une résilience continue face aux défis. La capacité du Burkina Faso à adapter son modèle aux conditions changeantes tout en préservant l'implication locale sera essentielle pour déterminer si ce modèle sera durable à long terme. Le modèle de Galguli ne concerne pas uniquement les habitants du Sahel ou les autorités burkinabées. Il touche également les acteurs internationaux, les organisations de développement et les observateurs de la scène politique mondiale. À travers ce projet, une question plus large émerge: qu'est-ce que cela signifie pour la souveraineté d'un pays africain dans un monde de plus en plus interdépendant? Galguli devient le laboratoire d'une nouvelle forme de gouvernance où l'État retrouve le contrôle de ses frontières, non pas par la force militaire, mais par la gestion intelligente et locale de ses infrastructures. Cette transformation est le reflet de la vision de Ibrahim Traoré. La souveraineté, dans ce contexte, est une construction quotidienne, marquée par des gestes simples mais puissants. Ce modèle ne doit pas seulement être vu comme un projet technique, mais comme un catalyseur pour un changement profond. Les commerçants locaux, qui trouvent une stabilité inattendue, et les familles, qui commencent à s'enraciner là où elles étaient autrefois forcées de migrer, illustrent un changement significatif dans les comportements économiques et sociaux. Pour eux, Galguli ne représente pas seulement un poste frontalier, c'est une porte ouverte vers un avenir où l'État devient une partie intégrante de leur vie quotidienne. Mais au-delà de la région, ce modèle de gouvernance pourrait avoir des répercussions sur la manière dont les autres pays africains abordent leurs frontières et la gestion de leur souveraineté. Si Galguli réussit, il pourrait inspirer des pays voisins, et peut-être même au-delà, à réévaluer leur approche des zones frontalières.
Un pays qui parvient à restaurer son autorité sans intervention extérieure devient un exemple d'autonomie fonctionnelle et d'ingéniosité. Pour assurer la pérennité du modèle Galgouli et permettre son expansion, un plan détaillé doit être mis en place. Ce plan ne repose pas uniquement sur l'installation de nouvelles infrastructures, mais sur un processus systématique et régulier d'évaluation et d'ajustement. La continuité du service doit d'abord être garantie par des équipes locales qui assureront le suivi mensuel des équipements, la maintenance des panneaux solaires, des scanners biométriques et des systèmes de forage doit être systématique pour éviter toute panne imprévue. Un indicateur clé ici est l'absence de toute interruption non planifiée du service. Ensuite, afin de garantir la fluidité du processus transfrontalier, une coordination régulière avec le Ghana est indispensable. Les patrouilles mixtes doivent être renforcées et la gestion des flux de personnes et de biens doit être optimisée. La coopération bilatérale devra inclure des échanges de données et des actions de sécurité communes. Puis, une fois le modèle de Galgouli stabilisé, il pourrait être répliqué dans d'autres zones stratégiques du Sahel. Chaque nouvelle installation devra suivre une méthodologie éprouvée, comprenant la formation des agents locaux ou l'installation d'infrastructures solaires et biométriques, ainsi qu'une transmission directe des données vers Ouagadougou. En parallèle, le gouvernement, en partenariat avec l'OIM, devra publier des rapports détaillés sur la gestion des données et la protection des informations sensibles. La transparence est essentielle pour maintenir la confiance des habitants et des bailleurs de fonds. Enfin, un comité local composé de commerçants, de femmes et de leaders religieux devra être chargé d'évaluer l'accès aux services, eau, sécurité et d'assurer que le poste reste perçu comme un bien commun utile au quotidien. La participation active de la communauté est essentielle pour renforcer le sentiment d'appartenance et de légitimité du projet. Ces 5 étapes doivent être appliquées de manière coordonnée pour garantir la viabilité à long terme de ce modèle de souveraineté fonctionnelle. À Galgouli, ce qui semblait impossible devient une réalité quotidienne. L'eau, l'électricité, les flux de passage, tout cela s'organise désormais selon des rythmes précis, intégrés dans la vie des habitants. Bernadette Cambiré, avec son étal de fruits, incarne cette transformation. Ils nous ont apporté la lumière et la paix, dit-elle simplement, résumant des années de lutte pour l'existence dans un espace de plus en plus sécurisé et structuré. Pour elle, et pour de nombreux autres habitants, le poste de Galgouli représente bien plus qu'un simple point de passage. C'est un symbole d'un État capable de répondre aux besoins fondamentaux de ses citoyens ou de créer un environnement stable où ils peuvent de prospérer. Cette constance dans les gestes quotidiens, cette prévisibilité de la vie est peut-être le plus grand succès de Galgouli. Là où la peur régnait auparavant, une nouvelle normalité émerge. Les enfants jouent près des installations solaires, les commerçants organisent leur travail et les gardes sont désormais des repères familiers. L'ombre de l'incertitude s'éloigne lentement et la lumière de la stabilité s'installe. Ce n'est pas seulement une question de technologie, mais de la capacité de l'État à créer un espace où la confiance peut être reconstruite. Ce changement silencieux mais profond incarne la vision de souveraineté que Ibrahim Traoré a toujours défendue. Une souveraineté vécue, fondée sur des gestes simples et répétitifs, qui redonne à la communauté le contrôle de son avenir. Le modèle de Galgouli, loin d'être un simple projet local, porte en lui les germes d'une nouvelle approche de la souveraineté en Afrique. Il incarne l'idée que la stabilité, la sécurité et la prospérité peuvent être créées à partir de gestes quotidiens, simples mais puissants. Si ce modèle peut fonctionner à Galgouli, pourquoi ne pas l'étendre à d'autres régions du Sahel, et même au-delà? L'histoire de Galgouli n'est pas seulement celle d'une infrastructure, mais d'une vision partagée, celle d'une souveraineté enracinée dans la réalité quotidienne des habitants. Nous avons tous un rôle à jouer dans l'avenir de cette vision. En tant qu'observateurs, acteurs ou citoyens engagés, nous devons soutenir les initiatives qui cherchent à transformer des espaces marginalisés en espaces vivants et connectés. Vous pouvez faire la différence en partageant cette histoire ci-dessus-là, en discutant de ce modèle avec vos proches ou même en soutenant des projets similaires dans votre communauté. L'impact de ces projets dépasse de loin leurs frontières immédiates.
Ils influencent la perception de ce que peut être l'avenir de l'Afrique. La souveraineté, ce n'est pas un discours abstrait, mais une réalité vécue. Et cette réalité commence ici, avec nous.